Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je me présente, Benjamin Angelard, et je suis avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Adrien Debacker, mon associé, qui pratique le contentieux commercial, notamment le droit des affaires. Nous allons aborder aujourd'hui une thématique qui est souvent sollicitée notamment par les clients et plus généralement par les clients d'Adrien, qui est celui de la concurrence déloyale. On verra ensemble, avec Adrien et son expertise, ce qu'est la concurrence déloyale, les différentes conditions pour agir en matière de concurrence déloyale, mais également, si vous êtes attaqué en matière de concurrence déloyale, comment agir et réagir. Adrien, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet? Bonjour Benjamin, merci pour cette proposition de podcast. Donc, je suis le cofondateur du cabinet Austen et j'interviens en droit des affaires, droit commercial et droit économique, et plus particulièrement en matière de contentieux. Et dans ce domaine, en matière de contentieux des affaires, il y a un domaine dans lequel j'interviens très fréquemment, qui est celui de la concurrence déloyale. Et ça m'est apparu intéressant d'envisager ce podcast parce que c'est un sujet dont on parle souvent, mais qui est en réalité assez méconnu dans ses conditions et modalités. Tout à fait. Bon, alors, on va voir vraiment en 4 temps, dans le cadre de ce podcast, les différentes, tout ce qu'il y a à savoir clairement en matière de concurrence déloyale. Dans un premier temps, alors la question qu'on se pose tous en tant que justiciable ou même en tant qu'avocat quand on n'est pas dans le domaine, dans quelle situation parle-t-on de concurrence déloyale? Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que le principe, c'est celui de la libre concurrence. Donc, par nature, il n'y a pas d'entrave ou d'interdiction à la concurrence. Tout le monde a le droit de créer une société concurrente et même une société concurrente à son ancienne entreprise, que l'on soit salarié, actionnaire ou dirigeant. Il n'y a pas, par principe, d'obstacle. Mhm. Il peut y avoir des limites contractuelles pour les salariés, notamment avec des clauses de non-concurrence qui sont strictement encadrées dans le temps, dans l'espace, des contreparties financières, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, puisque ça relève de la compétence du Conseil des prud'hommes, de la relation Ouais. employeur-salarié, qui n'est pas l'objet ici de ce podcast. Pour les dirigeants et actionnaires, il peut y avoir aussi des limitations contractuelles, par exemple dans des pactes d'actionnaires ou autres. D'accord. Là, on va aborder cette question en dehors de l'aspect contractuel, mais plutôt sur l'aspect de la responsabilité délictuelle. J'expliquerai après ce qu'il en est. Donc, je rappelle le principe, libre concurrence. Mhm. En dehors des clauses dont j'ai parlé juste avant, le principe, c'est la liberté. Et l'exception à ce principe, c'est lorsque cette liberté, elle dégénère en abus. C'est-à-dire que celui qui est en droit de concurrencer, en réalité, va utiliser des manœuvres, des procédés déloyaux, et ce n'est pas la concurrence qui est sanctionnée, ce sont les procédés, les manœuvres qui sont utilisées pour fausser la libre concurrence. Et c'est ça qui est D'accord. sanctionnable. Alors des exemples, il y en a de nombreux. On peut penser au détournement d'actifs, au détournement de fichiers clients, à du dénigrement, par Ouais. exemple, à du parasitisme, à des débauchages de salariés. J'y reviendrai un peu après avec quelques exemples un peu concrets qu'on peut rencontrer en matière de concurrence déloyale. Ok, bah écoute, déjà c'est très clair, effectivement, comme ça donne vraiment un aperçu, parce que c'est vrai que souvent on se pose la question, est-ce que oui ou non je suis dans le cas d'une concurrence déloyale? Et là, je trouve que ça apporte effectivement déjà des billes et des faisceaux d'indices hein, pour s'interroger. Alors la question qu'on se pose également, c'est quelles sont les conditions pour agir en matière de concurrence déloyale? Alors, comme je l'ai expliqué juste avant, on n'est pas en matière contractuelle. Ici, on est en matière délictuelle. Il y a deux types de responsabilités. La responsabilité qui va résulter d'un contrat et celle pour laquelle il n'y a pas de contrat. Donc, on exclut la question des clauses de non-concurrence qu'on a rapidement abordées et on se place ici sur la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire qu'il y a en matière de responsabilité délictuelle trois conditions, une faute, un préjudice et un lien de causalité. Ouais.
Donc, c'est essentiel de comprendre ça en matière de concurrence déloyale, puisque ce sont effectivement ces 3 points qui vont être appréciés et appréciés très strictement par les juridictions et ces 3 conditions doivent être remplies indépendamment et sont aussi interdépendantes les unes des autres. D'accord. La faute, ce sont donc les agissements fautifs, les manquements de la société concurrente, c'est ce dont je parlais, les procédés ou manœuvres. J'ai déjà donné quelques exemples et je pourrais en redonner après. Le préjudice, il doit y avoir un préjudice par celui qui s'estime victime de la concurrence déloyale et un préjudice qui doit être mesurable économiquement. Donc c'est forcément financier? C'est la plupart du temps financier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de chiffre d'affaires, par exemple, qui va être constatée. Ça peut être aussi des pertes d'actifs, ça peut être des pertes de marché à l'avenir. La conséquence financière en termes de chiffre d'affaires, elle n'est pas forcément immédiate. Il peut y avoir un effet retard entre le moment où les agissements déloyaux sont mis en œuvre et les conséquences économiques. Et le troisième point, qui est à mon avis le point essentiel, c'est celui du lien de causalité. C'est ce point qui est peut-être le plus méconnu, le moins bien maîtrisé, et celui sur lequel souvent les dossiers se jouent en réalité, c'est celui du lien de causalité. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la société estime qu'elle subit une baisse d'activité, une baisse de chiffre d'affaires, une baisse dans les nouveaux contrats signés, etc., souvent, elle va mettre ça, par exemple, sur le départ d'un salarié et elle va très rapidement faire le lien et estimer que la baisse d'activité mise en perspective avec le départ d'un salarié, d'un dirigeant, suffit à caractériser la concurrence déloyale, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'ancien salarié qui quitte la boîte, il est peut-être très talentueux, il a peut-être un gros réseau, il a peut-être acquis beaucoup de savoir-faire et ça, on ne peut pas lui reprocher. Et il a parfaitement le droit, de se présenter, sans faire de dénigrement, mais de se présenter auprès de clients, de faire de la publicité, de vanter les mérites de ses compétences ou de la solution qu'il propose, et rien ne l'interdit. Et donc, il faut vraiment comprendre que, il faut relier assez directement le préjudice subi aux manœuvres mises en œuvre. Et souvent, les dossiers pêchent sur ce point-là, puisque là où une société est persuadée d'être victime de concurrence déloyale, en réalité, les juges vont considérer que ce lien de causalité n'est pas suffisamment établi. Alors, quand je parlais d'exemples tout à l'heure, on peut, dans des dossiers, on voit par exemple les questions de détournement de savoir-faire sur des choses qui sont protégées par le secret des affaires, le détournement de fichiers clients. Ça ne veut pas dire que le concurrent n'a pas le droit d'utiliser le réseau qu'il s'est créé dans sa précédente entreprise, par exemple. Le fait de dénigrer, le parasitisme, on parle souvent de parasitisme, mais le parasitisme, c'est quoi? C'est le fait de se placer dans le sillage et donc de laisser croire à la clientèle, de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle entre les deux sociétés. Le débauchage massif de salariés, mais à condition qu'il crée une désorganisation. Le fait de débaucher des salariés n'est pas en soi un acte de concurrence déloyale. Il ne l'est que s'il est massif et que s'il crée une désorganisation. Donc, on le voit, tous ces exemples-là ne sont pas en soi suffisants et c'est l'addition et le fait de répondre aux 3 conditions qui sont importantes. Donc effectivement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment un besoin, en fait, c'est des éléments cumulatifs qui doivent se retrouver. Ça en vient moi, à ma troisième question, c'est comment justement une société qui s'estimerait victime de concurrence déloyale, comment cette société doit-elle réagir? Alors, la première réaction, le premier réflexe, j'ai envie de dire, c'est d'aller consulter un avocat.
Mais ce qui est essentiel en matière de concurrence déloyale, c'est la question de la preuve. C'est-à-dire que, eh bien, il est essentiel de réunir et de réunir rapidement un maximum de preuves, puisque celui qui commet des actes, des agissements de concurrence déloyale, par nature, il va essayer de les dissimuler. Mhm. Donc, il faut agir vite et agir efficacement et éviter cette dissimulation. Il ne faut pas oublier que donc l'action, elle sera engagée devant le tribunal de commerce. Devant le tribunal de commerce, par principe, la preuve est libre. La preuve est libre, ça veut dire on peut aller la chercher partout. Et il y a un procédé qui est assez original et qui est très intrusif et très dérogatoire, qui est souvent utilisé en matière de concurrence déloyale, qui est la requête auprès du président du tribunal de commerce qui va rendre une ordonnance qui peut autoriser un huissier et éventuellement un expert, par exemple un expert informatique, à aller pénétrer, le cas échéant avec un serrurier ou l'assistance de la force publique, chez le concurrent, pour aller chercher chez lui des preuves, papier, des fichiers informatiques, les fichiers comptables, les fichiers commerciaux, etc. Donc, mais pour faire ça, il faut déjà avoir des indices de concurrence déloyale qui permettent de convaincre le président du tribunal de commerce que quelque chose, entre guillemets, se trame et qu'il faut aller chercher plus loin et que cette mesure très intrusive et très brutale, finalement, eh bien, elle est nécessaire et indispensable pour éviter que les preuves ne disparaissent, pour ensuite agir. Alors, après, si cette ordonnance est obtenue, eh bien, ça permet d'avoir des preuves suffisantes pour aller assigner devant le tribunal de commerce compétent en demandant la réparation des préjudices, en demandant des dommages et intérêts correspondant aux préjudices économiques subis par la société qui s'estime victime et qui a réuni les preuves et qui a rapporté la preuve des fautes, des préjudices et des liens de causalité et les preuves à l'appui. S'il y a une urgence, c'est-à-dire si la société victime de concurrence déloyale estime qu'elle a une vraie urgence économique et que potentiellement la durée d'une procédure classique ne lui permettra pas de survivre, eh bien il est possible par dérogation de demander au président du tribunal de commerce d'aller vers une procédure d'urgence, on appelle les procédures à jour fixe, pour accélérer les choses. Très bien. Effectivement, la procédure à jour fixe, c'est vraiment la procédure la plus rapide qui existe. Alors, il peut y avoir encore plus rapide, ce qu'on appelle le référé d'heure à heure, voilà, mais c'est encore mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a vraiment un péril économique, eh bien, il peut y avoir des procédures urgentes pour avoir des décisions rapides. Alors, la dernière question, puisqu'effectivement, on était un peu en matière, on se plaçait en offensive. La dernière question, c'est justement, si on est de l'autre côté du bateau, de l'autre côté du terrain, j'ai envie de dire, comment se défendre lorsqu'au contraire, on est attaqué en concurrence déloyale? Eh bien, même chose, consulter un avocat avant tout, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce que j'ai expliqué avant, à savoir que, eh bien, toutes les conditions. Et ce qu'il faut, vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre que qui sont les juges du tribunal de commerce? Ce sont pour la plupart, des anciens dirigeants d'entreprise ou des anciens cadres d'entreprise. En tout cas, ce sont des gens qui étaient dans la vie des affaires et qui sont très attachés au principe de la libre concurrence. Et donc, ils vont se montrer extrêmement exigeants dans la caractérisation de la concurrence déloyale, puisque ouvrir trop le champ de la concurrence déloyale, c'est nuire à la libre concurrence. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont être très exigeants et qu'ils vont apprécier les trois conditions qu'on a exposées avant de manière extrêmement stricte, apprécier également de manière extrêmement stricte les preuves qui leur sont fournies. Alors, sur l'opération dont j'ai parlé avant, qui est l'ordonnance qui a permis d'aller chercher les preuves, il y a une procédure particulière qui est ce qu'on appelle le référé rétractation, c'est-à-dire d'aller demander au président du tribunal de commerce qui a autorisé sur ordonnance la mesure, eh bien, de se rétracter en essayant de le convaincre qu'il a eu tort d'autoriser cette mesure. Et donc, s'il est fait droit à ce référé rétractation, eh bien, entre guillemets, on vide le dossier de sa substance puisqu'on retire la pièce maîtresse de celui qui attaque. Ça fait tomber, quoi. Ça fait pas toujours tomber, mais en tout cas, le dossier se dégonfle quand même pas mal si on retire
le PV qui a été obtenu par l'huissier grâce à cette mesure autorisée par le président du tribunal. Et ensuite, bien, si on ne parvient pas à ça, et lorsqu'on est au fond en défense, il faut vraiment décortiquer, condition par condition, les fautes sont-elles caractérisées, le préjudice est-il suffisamment démontré, et là-dessus, les juges sont aussi assez exigeants, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre en avant un préjudice ou de montrer une baisse de chiffre d'affaires. Le départ, par exemple, d'un ancien salarié talentueux ou le fait d'avoir il peut y avoir un contexte économique défavorable qui ne résulte pas forcément de la concurrence déloyale, et il peut y avoir des départs de clients qui ne résultent pas de fautes et de manœuvres. Et donc, il faut vraiment créer ce lien et idéalement d'étayer les preuves de préjudice par une étude, un rapport fait par un expert comptable, etc. Donc, en défense, en réalité, en matière de concurrence déloyale, il faut vraiment penser au fait que le principe reste celui de la libre concurrence, que les juges sont très exigeants et que lorsqu'on est attaqué en concurrence déloyale, il y a quand même de nombreux moyens de défense qui peuvent être sérieux parce que c'est une procédure à laquelle, dans le cadre desquelles il n'est pas facile de gagner les dossiers. Que ce soit en demande, il faut être très exigeant, très armé, notamment sur les preuves, et en défense, il ne faut jamais imaginer qu'un dossier est par avance perdu, et il y a toujours des arguments à mettre en avant ou à faire valoir. Merci beaucoup, Adrien. Franchement, c'était extrêmement clair et c'était très dense aussi. Là, vous avez vraiment tous les éléments pour comprendre déjà, parce qu'on entend souvent parler des termes de concurrence déloyale, donc comprendre ce que ça recouvre. Également, là, vous avez toutes les informations pour dans quelles conditions, comment agir, réagir, que ce soit en demande ou en défense. Bien entendu, si vous avez besoin davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter Adrien, dont les références seront dans la description justement de cette vidéo podcast. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle écoute. Merci Benjamin. Merci Adrien.